Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Transistor et bienvenue plus spécialement dans le kiosque, votre émission musicale de la semaine. Tous les mercredis soirs, je vous invite à parler d'actualité musicale, à décortiquer une œuvre que j'ai particulièrement aimée, et enfin à rencontrer une personnalité du monde musical pour qu'elle puisse nous parler de son métier ou d'un événement auquel elle a participé dernièrement. Nous commençons tout de suite avec les actualités et plus précisément les actualités du théâtre du Châtelet. Le 16 décembre dernier, le concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet y donnait un concert spécialement dédié à Vivaldi et autour d'œuvres que l'on a peu l'habitude d'entendre, à savoir le psaume Laetatus Sum, le Domine ad adjuvandum me, le Magnificat en sol mineur, le psaume Lauda Jerusalem et le Gloria. Alors le Gloria, lui, est beaucoup plus connu, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu dans cette forme-là, à savoir pour un double chœur de voix de femme, comme on suppose que c'était le cas au moment où Vivaldi l'a créé à l'Ospedale de Venise, dont il était maître de musique. En écrivant son Gloria, premièrement, pour un double chœur de femme, Vivaldi s'inscrit dans une tradition qui est beaucoup plus ancienne que lui et qui remonte au premier maître franco-flamand de Saint-Marc de Venise, au début du XVIe siècle. À ce moment-là, des compositeurs comme Willaert et les Gabrieli, qui étaient cousins et non pas frères, vont utiliser les tribunes qui se font face à Saint-Marc de Venise pour y placer plusieurs ensembles qui se répondent. Ils créent alors ce qu'on appelle la polychoralité et qui essaimera jusqu'au XXIe siècle, et notamment en passant par Jean-Sébastien Bach et ses fameux motets à double chœur. Alors, pour découvrir ce programme Vivaldi, je vous propose d'écouter un extrait du psaume Laetatus Sum, numéro 607 de Vivaldi par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. Vous pouvez retrouver la vidéo de ce concert Splendeur vénitienne sur le site du Théâtre du Châtelet. Nous poursuivons avec un autre ensemble baroque bien connu des salles parisiennes, c'est le chœur et orchestre Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Mais cette fois-ci, nous le retrouvons dans un programme intégralement romantique, toujours évidemment sur instruments d'époque. Dans ce programme romantique, nous retrouverons des œuvres de compositeurs bien connus, Schubert, Schumann, Liszt, Weber et Liszt, mais des œuvres peu connues pour beaucoup, sauf la symphonie inachevée qui, elle, fait le centre du concert. Nous l'écoutons ici par Philippe Jordan à la tête du Wiener Philharmonica.
il semble qu'il y ait un grand absent à ce concert, c'est Ludwig van Beethoven. Alors, ne pas le programmer, c'est aussi poser la question, comment écrire après ce géant de la musique? Comment écrire après ce compositeur qui a fait exploser toutes les formes? La forme de la sonate, 32 sonates à son actif et pas des moindres, 9 symphonies dont une qui contient des chœurs et qui fait un pied de nez allègre à toutes les formes précédentes. D'ailleurs, Franz Schubert, qui meurt en 1828, soit un an après Beethoven, on dit même qu'il a porté son cercueil, ne composera quasiment que des formes courtes, beaucoup de leaders, des chœurs, des messes, mais ces symphonies cherchent toujours à atteindre le modèle précédent, le modèle beethovenien. À tel point que, bloqué dans son inspiration, il ne pourra pas terminer sa symphonie en si mineur, la symphonie inachevée. Et proposer un concert avec des œuvres de ces compositeurs-là, c'est aussi montrer comment ils ont su s'exprimer après une présence aussi écrasante que celle de Beethoven. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de ce Wiegendlied de Robert Schumann, opus 78, numéro 4, Schlaf, Kindlein, Schlaf, et qui s'intitule Am Lager eines kranken Kindes, au chevet d'un enfant malade. Ici chanté par Julia Varadi, Dietrich Fischer-Dieskau, accompagné par Christoph Eschenbach, mais que Pygmalion a choisi d'interpréter dans une version pour chœur de femmes et harpe. En guise de deuxième rubrique, j'aimerais vous proposer de décortiquer ensemble une pièce, un morceau, un mouvement de symphonie. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous la gavotte variée de Jean-Philippe Rameau, issue de sa suite pour clavecin en La. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une gavotte, à part une crêpe dentelle finement découpée et pliée en 8? Eh bien, c'est une danse rapide, à deux temps, qu'on retrouve dès le XVIe siècle dans les milieux populaires. Et encore aujourd'hui, si vous allez dans certains fest-noz en Bretagne, il est très possible que vous puissiez encore la danser. Alors, comme il n'y a rien de mieux que les travaux pratiques, si vous êtes chez vous et que vous avez un peu de place, voilà de quoi vous initier à cette danse. Il faut démarrer le pied gauche levé et vous réalisez sur le côté les pas suivants. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Et pendant que vous posez pour la dernière fois le pied droit, ça fait donc 2 pieds droits posés de suite, il faut un petit saut, vous levez le pied gauche, un petit peu plus haut. Et vous le reposez pour recommencer, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Et voilà pour le pas de base. Et après, vous pouvez ajouter beaucoup de figures et de tours divers. Alors cette danse, elle est introduite à la cour comme une danse de couple, alors qu'elle était dansée à la campagne, soit en ronde, soit en file. La gavotte est une danse assez rapide quand elle est dansée. Mais que se passe-t-il quand elle ne l'est plus? Que se passe-t-il quand le compositeur décide de reprendre seulement la structure rythmique de la danse et d'en faire complètement autre chose, pour un instrument en particulier? Eh bien, c'est le cas par exemple de la gavotte en rondeau de Johann Sebastian Bach, que nous écoutons ici par Gilles Shaham.
J'ai écouté beaucoup de versions pour vous, et c'est la plus rapide. Donc, de fil en aiguille, on peut voir que cette gavotte, qui était au départ assez enlevée, se ralentit de plus en plus, au fur et à mesure qu'elle devient une pièce instrumentale. Ça permet au compositeur de développer l'écriture de l'instrument, de le faire sonner, et de proposer une autre version, finalement, de cette danse, qui finit par être aussi valable que quand elle était dansée. Alors, certains d'entre vous penseront peut-être, oui, mais ils n'ont qu'à jouer plus vite. Eh bien, le fait de ne retrouver parmi les interprètes d'aujourd'hui que le même tempo, peu ou prou, signifie bien aussi que l'écriture de cette pièce suppose un tempo de ce genre-là. Parce que l'écriture de l'instrument devient de plus en plus virtuose dans ce type de danse, parce que le sentiment qu'on veut inspirer n'est pas le même, voilà comment la musique finit par prendre le pas sur la danse. Voyons maintenant ce qu'en fait notre ami Jean-Philippe Rameau sous les doigts de Sir Trevor Pinnock qui joue ici le thème de la gavotte avec ses 6 doubles. Il a l'air de rien, ce thème, et pourtant, il cache en lui une force insoupçonnée. Rameau commence par développer son thème sur un accord de La, pour finir, à la fin de la première partie, avant la répétition, sur un accord de Mi, sur une dominante, une suspension, comme une question laissée, là, au milieu. Contre toute attente, la deuxième partie se développe en Do majeur. C'est une couleur tout à fait surprenante que Rameau choisit et qui donne à cette gavotte une lumière très soudaine et complètement sans partage. Finalement, à la fin de cette partie, par un chromatisme, il repasse en La mineur et termine dans le ton par lequel il avait commencé.
Le tout fait 16 mesures, 2 fois 8, et est affublé de très nombreux ornements dans le thème. Le fait d'orner autant la mélodie est un moyen pour Rameau de faire sonner l'instrument, de l'exploiter dans toutes ses résonances, jusque parfois au nébuleux, et c'est certainement aussi un moyen de cacher le thème, de cacher ses véritables formes pour pouvoir le dévoiler plus tard, dans les doubles. Rameau nous annonce une gavotte avec 6 doubles, mais qu'est-ce que c'est qu'un double, d'ailleurs? Eh bien, c'est une variation. Mais qu'est-ce qu'on varie au juste? On peut varier le thème, c'est-à-dire le changer pour ne garder que la structure harmonique. C'est le cas du quatrième double. Rameau abandonne complètement son idée de départ pour se concentrer sur ce motif sautillant de notes répétées. Parfois, on peut y retrouver quelques notes du thème, mais elles passent aussi vite qu'elles sont venues. Il ne reste alors plus que l'armature harmonique, égrenée. Voici le quatrième double par Sir Trevor Pinnock. Mais le cas de ce quatrième double est un cas rare. C'est le seul, dans ces 6, à ne pas avoir fait entendre au moins une partie du thème en entier. On se demande pourquoi d'ailleurs, il est si beau ce thème. Quand ce n'est pas le thème qu'on varie, c'est l'accompagnement. Une des voix va se mettre à vocaliser, à chanter une autre mélodie ou simplement à dérouler un tapis de petites notes sous le thème. C'est le cas de la main gauche dans le deuxième double. Pour accompagner le thème, elle joue des gammes, tout simplement, à partir des notes correspondantes de l'harmonie. Une gamme de La où il y avait un accord de La, une gamme de Ré où il y avait un accord de Ré, etc. Le thème, lui, se déploie avec élégance et clarté au-dessus d'elle, et peut-être d'autant plus d'élégance et de clarté que Rameau lui donne la place de le faire, en différenciant clairement les registres de la basse, qui ronfle dans les graves, et du thème, qui voltige dans l'aigu. Voici le deuxième double. On a vu que la basse pouvait varier sa ligne et être un peu virtuose. Mais la voix intermédiaire, l'alto, le peut aussi. Dans la main droite du clavecin, le petit doigt va prendre le thème, tandis que les autres vont jouer une partie inférieure richement ornée qui le suit de près, et dialogue même avec lui dans les passages les plus aigus. Rameau compose une partie d'accompagnement de choix pour son thème, et qui ne se répète jamais. Elle ne rentre jamais dans une formule attendue de l'accompagnement, et quand vous pensez que c'est le cas, elle prend la fuite par une longue gamme ascendante en forme de fusée, de quoi magnifier superbement le thème de cette gavotte. Et voici le troisième double.
Il y a aussi un cas où le thème n'est pas là où on l'attend. C'est le cas du premier double. On l'entend dès le début, la main droite dans l'aigu est occupée à jouer le même type d'accompagnement éloquent que dans le deuxième double, la main gauche. Mais où est passé le thème? Il vous faudra tendre l'oreille, il est à la main gauche, entre la basse et l'accompagnement de main droite. Du moins pendant la première partie, parce que dans la seconde, Rameau abandonne complètement son thème pour laisser la main droite égrener des gammes, comme la main gauche le faisait dans le deuxième double. Voici le premier double. Les cinquième et sixième doubles vont ensemble. Ce sont successivement une variation à la main droite, où l'on pourra entendre les notes principales du thème au milieu de ces formules virtuoses, et une variation de la main gauche, qui reprendra la même formule que celle de la main droite au cinquième double. C'est le moment où l'on sent que Rameau a envie de faire exploser le clavecin et de le transformer en orchestre. Trevor Pinnock choisit une enregistration qui met justement cela en valeur en utilisant dans le cinquième double le deuxième clavier, en couplant les jeux, et dans le sixième double en rajoutant un jeu de 4 pieds qui sonne une octave au-dessus, encore du jeu de 8 pieds. Et en faisant cela, il tire de plus en plus le clavecin vers l'orchestre, sans pourtant jamais abandonner le mode d'écriture du clavecin. Jamais on a de formule correspondant au violon, à la flûte. Toujours, c'est un mode d'écriture très clavecinistique que Rameau utilise. Et cette orchestration, cette volonté de rejoindre l'orchestre est d'autant plus prégnante dans le sixième double, où la main droite, dans de grands accords, martèle le thème pendant que la main gauche, virtuose en dessous, développe des arpèges. Voici le cinquième et le sixième double de la gavotte variée de Jean-Philippe Rameau par Sir Trevor Pinnock.
aussi je joue du clavecin, très loin derrière Trevor Pinnock. Mais à chaque fois que je m'assois à mon clavier pour jouer la gavotte variée, à chaque fois que je l'écoute, j'ai la sensation de retrouver une vieille amie, que je ne comprends pas toujours très bien. Et une vieille amie qui, elle, a tout compris de la vie. La tristesse comme la consolation, la joie comme l'amertume. Et à chaque fois que je lui demande de m'expliquer, elle hoche la tête et elle me répond. C'est décidément un numéro très baroque que le premier numéro de Kiosque sur Transistor. Pour rester sur notre lancée, je vous propose de rencontrer Florence Bolton, directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse avec Benjamin Perrault. Ils viennent de sortir un disque, Londres autour de 1720, l'héritage de Corelli chez Harmonia Mundi, avec d'autres musiciens, flûtistes, violonistes. Depuis quelques semaines, ce disque récolte toutes les plus grandes distinctions de la presse et pour cause, c'est un très très beau disque. Florence Bolton est là pour en parler avec nous. Bonjour Florence Bolton. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler ensemble des projets de l'ensemble La Rêveuse, qui est un ensemble qui aujourd'hui sort son 14e disque, si je ne me trompe pas, qui est riche de projets instrumentaux, théâtraux, notamment en partenariat avec Benjamin Lazare, Cécile Urbault tout récemment, pour un projet dont vous nous parlerez plus tard, et de projets pour le jeune public, bref, un palmarès largement couronné de critiques, par un public aussi régulier et fidèle en région centre et partout ailleurs. Alors, Florence, j'ai envie de parler avec vous un peu de la genèse de l'ensemble La Rêveuse. D'où vient d'abord ce nom, qui pour les musiciens baroques n'aura pas manqué de rappeler Marin Marais. Pourquoi ce répertoire? Alors ce répertoire parce que bon, c'est un répertoire qu'on fait avec Benjamin Perrault qui est l'autre directeur artistique de La Rêveuse. Donc La Rêveuse est bicéphale, on est tous les 2 et elle est née d'une rencontre justement avec Benjamin. On a joué pendant longtemps ensemble et un jour on s'est dit qu'il faudrait faire un ensemble et on a monté La Rêveuse en 2004. Alors quand on fonde un ensemble, une des choses les plus compliquées peut-être, c'est de trouver un nom. Et il se trouve qu'une des pièces qu'on aimait bien jouer ensemble, c'était La Rêveuse de Marin Marais. Et on s'est dit: «Ah mais La Rêveuse, c'est un nom qui nous va bien». Il y a cette dimension du rêve, qui est importante pour nous aussi, si on fait ce métier, c'est parce qu'on est des rêveurs et je pense que voilà ce et puis il se trouve que c'est aussi une très belle pièce qu'on a fini par enregistrer d'ailleurs, dans notre discographie puisqu'on a fait un disque, consacré à Marin Marais il y a quelques années. Et en regardant un peu votre discographie, on aurait tendance à penser justement parce que La Rêveuse, parce que Marin Marais, que votre discographie est tournée principalement vers la viole de gamme, mais en fait pas du tout. Puisque vous avez effectivement enregistré un album de viole de gamme, mais c'est le seul en fait qui est consacré uniquement à la viole de gamme. On rencontre Sébastien de Brossard, Dietrich Buxtehude, Cyrano de Bergerac aussi avec dans le cadre de votre participation, de votre collaboration avec Benjamin Lazare. Alors, est-ce que, par exemple, vous pourriez nous parler un petit peu de ces projets qui vous unissent avec le théâtre, notamment? Oui, une des grandes idées de La Rêveuse, c'était de ne pas se consacrer seulement au concert et de faire aussi sortir, la musique des salles de concert. Donc effectivement, on a aimé, collaborer avec d'autres artistes aussi parce que c'est enrichissant pour un musicien et on a souvent travaillé avec le théâtre.
et notamment avec Benjamin Lazare, qui est un des spécialistes du théâtre baroque. Alors, le projet des États et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, qui est notre grande réalisation avec Benjamin, il est né en même temps que La Rêveuse, puisqu'on l'a créé en 2004, la même année, euh, l'année où on a voulu démarrer l'ensemble. Donc, c'est deux projets jumeaux en quelque sorte. Et il s'agissait de faire une pièce parce que les États et empires de la Lune, qui est un des premiers contes philosophiques, textes de science-fiction, un peu, puisque ça raconte un voyage dans la Lune, c'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers. Et il s'agissait d'en faire un spectacle parce que c'est un texte qui n'est pas du tout destiné à être joué en tant que pièce de théâtre, si on peut dire. Et donc, Benjamin Lazare a fait une magnifique adaptation en 1 heure et demie. Alors, en 1 heure et demie, il a fallu faire beaucoup de coupes, évidemment, parce que le texte est très long. Mais ça serait difficile pour un public d'aujourd'hui de rendre tout le livre. Donc, l'idée, c'est aussi de donner envie d'acheter le livre et de le lire en intégralité. Et donc, nous avons monté ce projet qu'on continue à jouer encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, il a été monté en 2004, il tourne encore. Il y a encore des dates à venir en 2021 et j'espère plus tard aussi. Et rappelons que le DVD des États et empires de la Lune, plutôt le DVD appelé L'autre monde, est sorti en 2014 et est disponible sur votre site. Alors, j'ai envie de parler à présent, un petit peu sans transition, de votre toute dernière réalisation avec Benjamin Perrault, à savoir, Londres autour de 1720. Je le dis à la française puisque mon anglais est affreux. Mais, vous le sous-titrez «L'héritage de Corelli». Alors c'est étonnant quand même de parler de Corelli à Londres. Alors, en fait, c'est une série qu'on a lancée, donc qui sera en 4 disques. En 2019, on a sorti le Londres autour de 1700, qui était le premier volume et qui racontait la fin des années Purcell. Et finalement, ce Londres 1700, il explique un peu aussi l'italianisme du Londres 1720, puisque à la Restauration anglaise, donc le roi Charles II, autour de 1660, va avoir envie de s'ouvrir un peu sur le monde, ce qui ne fait pas de mal à l'Angleterre, qui a été quand même relativement fermée jusque-là. C'est toute l'histoire aussi de cette série discographique qui sort à peu près au moment du Brexit, c'est de montrer que Londres a eu vraiment une époque européenne, surtout au niveau de la culture d'ailleurs. Et c'est toute l'histoire de cette ouverture sur le continent. Donc déjà dès la fin du XVIIe siècle, on commence à s'intéresser et à faire venir des musiciens italiens. Et puis 1720, c'est la grande époque de la mode de l'opéra italien, notamment à Londres. D'abord proposé par des musiciens et des compositeurs italiens, des vrais. Et puis après, c'est Handel. Donc c'est un peu la chose amusante finalement, c'est que c'est un Allemand qui va continuer la grande tradition de l'opéra italien à Londres. Et c'est Handel, dès les années 1710, qui va avoir beaucoup de succès avec Rinaldo, tout d'abord en 1711, et puis bien d'autres. Et la mode italienne dans la musique va être grandiose à Londres. On va évidemment beaucoup aimer Corelli, surtout l'opus 5 qui sort en 1700. Et puis voilà, ça va faire une mode. Tout le monde va vouloir jouer des sonates. On va tous les soirs écouter de l'opéra italien. Donc l'Italie est vraiment à la mode dans ces années 1720 et c'est pour ça qu'on a mis en sous-titre l'héritage de Corelli. Pourquoi Corelli plutôt qu'un autre? Alors Corelli, c'est un peu le grand musicien italien dont la musique a eu une résonance européenne. Il était connu partout, copié par la plupart des compositeurs de l'époque. Pendant tout le XVIIIe siècle, on va écrire dans le style de Corelli. Donc c'est peut-être un de ceux qui a le plus marqué. Sa musique est agréable à écouter, elle est relativement simple, enfin, elle est facile à écouter, disons, on dirait easy listening aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a plu à tout un tas de gens, que ça soit des mélomanes ou des gens qui ne connaissent pas la musique. Voilà, je pense qu'elle a touché vraiment beaucoup de monde et c'est pour ça qu'elle a eu un retentissement énorme. Et d'ailleurs, dans le monde de l'édition, les éditeurs essayaient d'être les premiers à sortir les nouveaux opus de Corelli. Donc il y avait vraiment une bagarre éditoriale sans merci, notamment entre Londres et Amsterdam, où il y avait les principales maisons d'édition. Par exemple, toute l'histoire de la sortie du fameux opus 5 de Corelli, où il y a la fameuse Folia, ça a été une guerre éditoriale sans merci entre les éditeurs pour être le premier à le sortir.
et se faire de l'argent avec. Enfin, j'imagine c'est un peu comme maintenant, être le premier à sortir, je sais pas, Marc Lévy ou voilà des auteurs qui se vendent bien. Alors, si on observe un petit peu les plages de votre disque, qui en compte 25, seulement 9, j'ai compté, sont consacrées à Georg Friedrich Händel. Alors, on y retrouve notamment des noms qui peuvent être complètement inconnus aujourd'hui de nos auditeurs, à savoir William Babel, Francesco Geminiani, Arcangelo Corelli aussi, Schickhardt aussi, qui moi m'était complètement inconnu avant que je le découvre. Et vous y rencontrez, enfin vous y jouez avec de nombreux autres musiciens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les effectifs de ces sonates, de ces concertos? Oui, alors cette époque, Londres 1720, c'est le début aussi des premiers concertos de chambre. Autant le volume précédent, 1700, on est resté vraiment sur des sonates dans des petits effectifs, c'est-à-dire, avec, 2 dessus, un dessus parfois aussi et puis une basse continue. Ici, on a un peu la folie des grandeurs en 1720, mais toujours l'idée de vendre de la musique qui peut se jouer, par des amateurs à la maison. Donc en fait, on a un peu un compromis, c'est le début du concerto, mais on crée des concertos de chambre qu'on peut jouer aussi chez soi. Par exemple, ce fameux Schickhardt que vous citez, il va faire une adaptation des concerti grossi de Corelli pour 2 flûtes à bec et basse continue. Donc on peut les jouer, à 3 personnes chez soi avec 2 flûtistes et un clavecin. Ce qui est magnifique et pour les éditeurs, c'est merveilleux aussi parce que du coup, on peut vendre, cette musique qui est jouée dans des salles de concert à des gens qui vont la jouer à la maison. Donc c'est aussi, voilà, un produit, commercial et puis nous, on avait envie de montrer aussi ces concertos de chambre, donc on les joue, avec, un soliste, 2 violons seulement. On a encore des effectifs qui sont pas trop étoffés, donc 2 violons suffisent, plus une basse continue et on a rajouté une contrebasse pour avoir le côté un petit peu orchestral. Merci Florence Bolton. Nous écoutons maintenant un extrait de la sonate numéro 4 en fa majeur d'Arcangelo Corelli, arrangé par Johann Christian Schickhardt. Florence Bolton, vous êtes avec nous pour parler de votre dernier disque réalisé avec Benjamin Perrault, London circa 1720, avec mon accent absolument atroce, l'héritage de Corelli, paru chez Harmonia Mundi. Alors, dans ce disque, on rencontre des sonates pour viol de gambe, des concertos pour flûte à bec, des concertos pour violon, et il y a deux petites plages à la toute fin qui font lever un sourcil.
Ce sont deux extraits d'opéra, arrangés pour flûte et basse continue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces arrangements? Ce sont des arrangements que vous avez réalisés vous, ou bien est-ce que c'était courant à l'époque? Alors ce sont des arrangements d'époque. On a parlé tout à l'heure du plaisir de jouer des concertos, chez soi à la maison, mais il y avait la même chose pour la musique vocale, la musique d'opéra, que les gens connaissaient bien puisque en général, ils allaient, tous les soirs à l'opéra et il y avait des tubes, comme on dirait aujourd'hui. Et les éditeurs avaient bien sûr remarqué, ça c'est pas nouveau parce que c'était déjà une pratique de l'époque de Purcell, on vendait aussi les airs d'opéra et parfois on les vendait même dans la rue sur des feuilles volantes avec des arrangements pour les jouer sur une flûte à bec, etc. Dans cette pratique de jouer avec un instrument des airs d'opéra, elle date déjà d'avant. Mais avec l'opéra italien, eh bien, les éditeurs vont se dire: «Eh ben, on va pouvoir, vendre aussi, aux gens des éditions d'airs d'opéra qu'on peut jouer sur une flûte à bec», par exemple, qui est l'instrument très à la mode à Londres à cette époque, l'instrument des amateurs, mais ça ne veut pas dire forcément des aujourd'hui en France, amateur, ça a un petit côté, condescendant, mais à cette époque-là, amateur, ça veut juste dire qui aime la musique et on ne juge pas son niveau et d'ailleurs, il y avait de très, très bons amateurs et donc on vend ces arrangements. Alors, l'arrangement d'un air d'opéra de Handel, c'est donc un arrangement qui est proposé par John Walsh. John Walsh qui a remanié, les choses parce que l'air original, c'est pour une soprano avec un accompagnement de violon et lui, il va en faire un petit effectif d'orchestre. Donc il va arranger un peu le second violon, pas forcément d'une manière très adroite d'ailleurs. Mais voilà, ça permet de faire tout un recueil pour 2 violons, basse continue et puis, un traverso. Là, c'est écrit pour un traverso qui devient à la mode après la flûte à bec. Donc ce recueil, en fait, il prend des opéras qui ont été écrits dans les années 1720, mais le recueil est édité en 1730, période où le traverso commence à passer devant la flûte à bec. Et puis le dernier air, alors celui-là, il est vraiment en tout petit effectif puisqu'il y a juste la viole de gambe et le théorbe et il a été écrit par, un illustre inconnu. Vous parliez tout à l'heure, Quentin, de Handel qui n'est présent que sur, 9 plages, mais l'idée de cette série aussi, c'est de Handel, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et donc de mettre en lumière d'autres compositeurs, dont cet absolu anonyme, Pietro Chabut, qui travaillait dans l'orchestre de Handel, qui a un nom d'ailleurs, tout à fait improbable, Pietro Chabut. Je pense qu'il avait un père français, mais il était italien et donc lui, il est bassoniste dans l'orchestre de Handel, mais il aime jouer la viole à ses heures perdues et donc il va, arranger lui-même, des airs d'opéra qui ont été joués dans les années 1710-1712 et c'est un arrangement maison, publié par le grand éditeur de Londres à l'époque, John Walsh. Je pense que ça n'a pas été vraiment relu parce que c'est une transcription de mémoire et il y avait quand même pas mal de fautes. Donc on n'a pas arrangé nous-mêmes ces choses-là, mais on a un petit peu corrigé les fautes en allant regarder la partition originale. Et on a rajouté une basse parce que c'est prévu pour jouer tout seul sur une viole, ce qui est assez original d'ailleurs puisque la viole de gambe n'est plus tellement l'instrument à la mode non plus à l'époque, c'est le violoncelle italien qui est en train de passer devant la viole. Merci Florence Bolton et nous écoutons un extrait, l'air Spera si mio caro bene de Admetto de Georges Friedrich Händel.
Florence Bolton, nous avons évoqué avec vous ce disque, ce magnifique disque d'ailleurs, L'héritage de Corélie, paru chez Harmonia Mundi. J'aimerais maintenant parler d'un autre projet que vous avez en cours en ce moment et qui rejoint ce que nous disions à propos de Benjamin Lazare, votre amour pour le théâtre et pour les formes transversales, si je puis dire. C'est, le projet qui vous a amené à collaborer avec Cécile Urbault autour d'un conte qui est très cher à mon cœur, qui est L'Empereur et le Rossignol de Andersen. Voilà, c'est un projet qui va être créé au printemps prochain au festival Musique et Mémoire en Haute-Saône. Alors moi, j'ai toujours été une grande fan d'Andersen aussi. Je suis assez, fascinée par ce personnage et puis, toujours fidèle à notre idée de sortir un peu la musique des salles de concert, heu, on fait de temps en temps des spectacles qui sont tout public, jeune public, avec des instruments anciens, qui permet de toucher, un public qui ne fréquente pas forcément et a priori pas du tout même les salles de concert et donc on a créé alors il y a toujours souvent aussi une petite part d'histoire familiale dans nos créations et il se trouve que j'ai un père qui est facteur de flûte à bec. D'ailleurs, il a fait, 2 flûtes qui ont été utilisées dans l'Onde 1700, donc là aussi il y a un peu de famille derrière tout ça et un jour, alors il est passionné par les flageolets, un jour il me parle des flageolets d'oiseaux et il me dit que ces instruments ont été créés pour sonner à la hauteur des oiseaux, ils sont tout petits et pour apprendre aux oiseaux à chanter. Alors là, c'est vraiment ça m'étonne. Je dis: «Mais enfin, l'homme a toujours cherché à imiter les oiseaux et toi tu me dis l'inverse» et alors du coup, je me plonge dans cette histoire, autour des instruments qui ont effectivement, au XVIIIe siècle, on cherche à apprendre aux oiseaux à chanter notre propre musique et ça m'a donné l'idée d'adapter ce conte et on avait envie aussi de demander à un compositeur, Vincent Bouchot, d'écrire avec qui on travaille depuis de nombreuses années déjà, on a fait pas mal de projets ensemble. On lui a demandé d'écrire la musique, donc de partir un peu dans l'idée de chinoiserie et puis d'oiseaux, et on a trouvé un musicien, assez étonnant, un musicien japonais, Kosuke Nozaki, qui est un virtuose des flageolets d'oiseaux, qui sont vraiment ces flûtes minuscules, donc peu de gens savent bien jouer ces instruments-là. Il se trouve que voilà, on en a trouvé un. Donc on s'est dit: «Oui, voilà une équipe, voilà, qui peut, qui serait des gens avec qui il serait intéressant de travailler sur ce projet». Et vous avez choisi notamment, de manière scénique, une forme un peu particulière puisque vous travaillez avec des marionnettes. On est parti sur le théâtre d'ombre, parce qu'en fait Andersen, il se trouve que alors c'est on le connaît comme, écrivain, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a fait des collages, il a fait enfin c'était un artiste, assez, complet et notamment il travaillait sur les silhouettes. On peut penser aussi au théâtre d'ombre asiatique et il se trouve que Cécile Urbault, est allée plusieurs fois en Indonésie et elle connaît bien les théâtres d'ombre asiatiques. Donc voilà, on est parti sur cette idée autour de la chinoiserie et de fil en aiguille, on s'est dit: «Voilà, théâtre d'ombre, ça pourrait apporter quelque chose, à cette histoire». Merci Florence Bolton. Alors, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs, au printemps, au festival Musique et Mémoire pour la 1re représentation de ce magnifique projet dont, vous pouvez peut-être voir quelques images sur Facebook, si vous avez Facebook et j'imagine peut-être sur le site internet de l'ensemble La Rêveuse. Voilà, on donnera les informations. Et je remercie Florence Bolton de nous avoir accordé cette entrevue. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du kiosque. À bientôt.